C'est pour travail qu'on paye la cabelle en malade. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Nous sommes donc en direct tous les dimanches pour parler actualité nationale, internationale, avec des commentaires et pour une partie déconstruction. Alors aujourd'hui, pour parler d'actualité, nous allons nous arrêter sur le développement de la barbarie à Gaza, de la fascisation dans le monde en général, pour montrer qu'en définitive, c'est une avancée vers le conflit mondial qui est en train de se confirmer. Et puis, pour ce qui concerne notre pays, nous allons parler de la relance du génocide par substitution. En matière de déconstruction, nous allons voir comment le racisme développé par le colonialisme français dans notre pays n'est pas un événement anodin, mais relève à un caractère systémique. Donc voilà ce que nous allons développer pour aujourd'hui. Nous allons commencer par l'actualité nationale avec la relance du génocide par substitution. Alors, dans les conversations de rue, on entend de plus en plus les gens parler de ce phénomène, où des Français s'installent, achètent des maisons, trouvent des emplois dans toutes les communes et de plus en plus nombreux. Les artisans français qui sillonnent les campagnes montrent une présence accrue de la population française dans notre pays. Et puis, il y a des informations qui sont données dans les médias qui nous appellent à réfléchir sur les difficultés de plus en plus grandes à trouver des terrains ou des maisons à louer, des emplois. Statistiquement, les choses étaient déjà difficiles avant, mais les difficultés sont accrues. Alors ça, c'est le ressenti de l'ensemble de la population. Quant à ce mot, dans ce cadre-là, le gouvernement français annonce le vote d'une loi, et en parlant du budget, une loi dans laquelle un amendement prévoit de relancer le génocide par substitution. Évidemment, cela a déclenché un tollé. Il y a des associations qui organisent des protestations, des députés comme Jean-Philippe Nilon sont montés au créneau, pas seulement des députés martiniquais, mais des députés polynésiens. Bref, on a vu quand même une réaction politique assez forte et le débat a commencé à s'instaurer. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un article 55 de la loi de finances qui a été adopté à coup de 49.3, bien sûr, donc ne permettant pas une véritable expression des députés et surtout qu'on remarque qui a voté pour cette loi colonialiste. Donc, à coup de 49.3, on adopte l'article 55 qui prévoit quoi? Qui prévoit que tous les Français métropolitains, entre guillemets, de l'hexagone, entre guillemets, pourront être aidés par l'État, recevoir des primes, avoir des billets d'avion à des prix intéressants, arriver et être accompagnés pour mettre en place le projet économique qu'ils ont envisagé. On prévoit également que les conjoints et conjointes de ces personnes qui viennent s'installer seront accompagnés pour trouver un emploi. Donc voilà une loi clairement qui organise l'invasion coloniale par des ressortissants français. Ce n'est pas nouveau. Vous avez entendu très certainement parler de la circulaire de Pierre Mesmer qui en 1973 disait qu'il faut absolument envoyer le maximum de ressortissants français pour empêcher que les Kanaks puissent être majoritaires au moment où ils vont demander que le droit à l'autodétermination soit respecté. Vous avez vu ça. Vous avez vu aussi que ça a servi de prétexte à
au kidnapping, au rapt de l'île de Mayotte lors du référendum où le peuple comorien, globalement, de ce pays, avait choisi l'indépendance. Parce qu'à Mayotte, justement, il y avait eu beaucoup de Français qui étaient installés dans toutes les administrations et donc le vote n'a pas été majoritairement pour l'indépendance. Les Français, bien entendu, ayant voté contre l'autodétermination du peuple comorien. Donc on a vu ça. Eh bien, c'est ce que les Français préparent ici en Martinique. Parce que, on l'a déjà dit, ils sont chassés de leur précarité africain, ils ont de plus en plus de difficultés en France, donc ils essaient de chercher des pays où ils pourront se refaire une vie, et évidemment, ce sera plus intéressant de vivre sous les tropiques que dans les rues de Paris en période hivernale. Donc, l'État français encourage cela, l'accompagne par une loi, de façon à ce que si le peuple martiniquais évolue et demande son droit à la souveraineté, il y répond, comme en Kanaki, par un vote où le peuple serait minoritaire. Donc, il y a une intention politique derrière ça. Alors, il y a certains Martiniquais qui disent, mais ça ne sert à rien de protester contre l'article 55, puisque ça se fait déjà. Même s'il n'y a pas d'article 55, ça va continuer à se faire. Nous pensons que c'est une erreur d'analyse importante, grave, dans la mesure où, oui, le mouvement était déjà en mouvement, et que si il n'y a pas d'article 55, il va continuer. Mais avec un article 55, cela devient institutionnalisé. Ça veut dire que les gens qui ne pouvaient pas venir s'implanter seront assistés par le pouvoir colonial pour venir. Donc, incontestablement, soutenir l'article 55 ou dire que ce n'est pas important, c'est une erreur d'analyse. Effectivement, c'est une attaque, une agression de plus qui est faite contre notre pays. Il faut rappeler quand même que le chauffage officiellement reconnu, qui est sous-évalué, est de 13,20% en Martinique et concerne 60% de la jeunesse en âge de travailler. Il faut reconnaître aussi que la Martinique, les colonies en général françaises, ont été classées parmi les pays où le coût de vente des terrains est le plus élevé. Ça veut dire que les Martiniquais ne pourront plus, je parle du peuple en général, ne pourront plus acheter de la terre, acheter des maisons, d'autant plus que les banques favorisent les expatriés, comme ils s'appellent. Donc c'est un danger, qu'on soit pour l'indépendance, contre l'indépendance, mais il faut qu'on réfléchisse que déjà j'avais des difficultés à acheter un terrain qui était bien cher, mais mes enfants ne pourront pas du tout ni se loger, ni construire, ni acheter des terrains de ce pays-là. Donc, le devoir de lutter pour dénoncer l'article 57 et surtout pour organiser une résistance contre le génocide par substitution s'impose à tout Martiniquais qui est tout simplement conscient de l'enjeu et puis qui pense à l'avenir de son peuple et de ses enfants. Alors, il nous faut préparer la riposte. Je passe à la question internationale parce que elle a également des implications directes sur le devenir de notre pays. Nous l'avons expliqué dans une dernière émission que ce qui se passe en Palestine, dans les territoires occupés par leurs missionnistes, ça défie l'entendement, c'est de la barbarie pure et simple. On tue des gens, on massacre, on expulse, on prend des terres, mais vraiment de façon barbare. Bon. Mais cette guerre-là déstabilise l'ensemble de l'international. Pourquoi? Nous l'avions aussi déjà expliqué, parce que dans la stratégie menée par les impérialistes occidentaux, le plan de départ était de s'appuyer sur l'Ukraine pour écraser la Russie et passer au nouveau stade d'affrontement avec la Chine. Mais ça ne s'est pas passé comme il le voulait. Et il s'épuise en fourniture d'armement, même les propres réserves destinées à la défense des pays comme la France et autres sont épuisées dans l'aide à l'Ukraine. Financièrement, on est
de plus en plus amenés à alimenter le budget de l'Ukraine, l'aide à l'Ukraine, pour que la débâcle ne soit pas trop importante. Donc, ça les a fait. Ils se rabattent sur la question israélienne pour pouvoir relancer, déstabiliser et infliger des défaites à leurs ennemis et pour réorienter leur stratégie dans la préparation de la guerre mondiale. Ça, c'est le fond de l'affaire. C'est pour ça qu'ils admettent qu'un pays barbare, criminel, viole toutes les lois internationales. Il ne faut pas, nous, qui regardons les scènes d'horreur ou qui entendons les informations, ne nous contentions que de l'émotion. Ah oui, ils sont méchants, ils tirent sur les hôpitaux, etc. Hein? Ah oui, il faut les aider, les pauvres Palestiniens. Il ne faut pas nous contenter de ça. Il faut comprendre que c'est un enjeu global. On marche vers le conflit militaire international et que si on laisse faire, on sera les peuples de tout le monde. Tous les peuples seront plus difficilement capables de résister contre le fascisme international qui s'installe. Nous ne développons pas sur ce que nous avons déjà présenté, à savoir le contrôle des individus, des associations, des comptes en banque qu'on peut bloquer, des sites internet, du téléphone, qui nous met déjà en situation de subir toutes sortes d'atrocités au moment où la contradiction deviendra ouverte, manifeste. Nous ne laissons pas sur ça. Nous parlons des conséquences économiques. Le cas de l'Ukraine nous a montré que pour ce pays-là, on a eu des conséquences très graves dans les rayons, dans l'augmentation des prix, dans l'inflation, etc. Mais quand l'ensemble de l'économie mondiale est perturbé par cette guerre, les conséquences de notre pays colonisé, qui importe 80% de son alimentation, seront encore plus dramatiques. Pourquoi l'économie est totalement déstabilisée au niveau international? En Israël, les fous fanatiques terroristes, dans leur volonté d'écraser le peuple palestinien, la solution finale sous des bases racistes, a renvoyé les travailleurs palestiniens qui faisaient tourner l'économie israélienne. Évidemment, ils sont déstabilisés. Le fait que les moyens financiers sont concentrés pour cette guerre d'épuration ethnique limite également le pouvoir du gouvernement sur l'économie israélienne qui était déjà en difficulté. Mais les conséquences sont égales pour l'ensemble du continent parce que les échanges économiques qui avaient une certaine stabilité grâce aux accords, par exemple, qui avaient été signés entre la Jordanie et Israël, c'est remis en cause. Les difficultés d'approvisionnement de la région de produits venant de l'Égypte, toute cette mécanique économique est bousculée. Mais les conséquences sur l'ensemble des autres pays qui ont maintenant à soutenir Israël en plus de l'Ukraine vont se mettre aussi à sévir sur l'économie des pays concernés. On sait déjà que la politique ultralibérale capitaliste, dès le départ, sabote les services publics, réduit les prestations sociales, réduit les aides de logement, etc. C'était déjà pour faire des profits. Mais là, comme leurs profits, justement, sont attaqués par les nouvelles conditions liées à la guerre, eh bien, la pression sur les services, sur les besoins des populations venant des gouvernements sera encore plus forte. Donc, au niveau économique, on a cette réalité. Et puis, on a une troisième réalité qu'eux n'avaient pas prévue, c'est la déstructuration de leur propre société. Parce que jusqu'à présent, avec leur propagande, ils arrivaient à avoir une majorité de gens qui disaient, bon, c'est pas notre affaire, ou bien les pauvres juifs ont été massacrés par Hitler, il faut qu'ils aient un foyer, ou bien, donc, leur propagande faisait qu'une majeure partie des populations acceptaient les exactions de l'État d'Israël. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
la majorité des populations dans tous les pays s'élèvent contre cette barbarie et disent mais c'est pas possible. Comment on prend des sanctions, on bloque l'argent, on bloque les matières premières, on bloque les médicaments, on saisit les visas, on saisit les biens d'officiels de gouvernement qui ont mené des élections qu'on ne reconnaît pas, ou bien qui ont réagi à une insurrection armée. Je prends le cas de Caracas. On prend tout, on vote à l'ONU, des sanctions, tout. Et puis, Israël bombarde des écoles, bombarde des hôpitaux, bombarde des institutions de l'ONU, bombarde, assassine, massacre. Mais non, on ne prend pas de sanctions. Monsieur Macron et son gouvernement là annoncent, nous, État français, nous lançons un mandat d'arrêt international contre le président syrien, Bachar el-Assad, parce qu'il est complice de l'épandage de produits chimiques sur une partie de sa population. Premièrement, c'est une loi extraterritoriale, comme celle que prennent les États-Unis, mais au nom de quoi les juges français se permettent de lancer un mandat international contre un chef d'État. C'est vrai que les Français ont toujours été arrogants, prétentieux, mais et puis la France, vous êtes en mesure aujourd'hui de... Mais non, mais il faut imiter ceux qui ont lancé un mandat international contre Poutine. Pourquoi? Crime contre l'humanité. Il a pris des enfants ukrainiens pour les emmener en Russie ou dans des territoires contrôlés. Donc, mandat international, s'il sort, il faut l'arrêter. Et puis, les barbares israéliens tuent, massacrent. Il n'y a pas de sanction. On appelle à la retenue. On demande des pauses humanitaires pour que 2 camions d'essence puissent entrer, approvisionner des hôpitaux qu'Israël a déjà bombardés. Vous imaginez ce que c'est? Israël a encerclé un hôpital, a attaqué, a tué des gens, a pénétré dans l'hôpital, a ordonné aux médecins de partir de l'hôpital avec tous leurs malades. Il y avait 4000 personnes dans ce plus grand hôpital de Gaza. Il en reste 250 qu'on ne peut vraiment pas déplacer pour leurs conditions dans un hôpital. Et puis, les médias occidentaux répètent régulièrement les justifications données par l'armée d'occupation sioniste. Nous n'avons pas affaire à des journalistes là. Nous avons affaire à des propagandistes militaires, à des crapules, il faut le dire, permettez-moi de le dire parce que c'est des crapules qui arrivent à défendre des projets. Leur source d'information, c'est de montrer des soldats israéliens qui rentrent dans un hôpital présumé, qui filment des armes à terre et un gilet explosif. Vous voyez, c'était une base du Hamas. Vous vous rappelez que pour l'Irak, on avait montré des soldats irakiens rentrant dans un hôpital, arracher les perfusions, jeter des bébés en couveuse, et puis qu'on a su que la scène avait été filmée dans ce studio d'Hollywood et que l'infirmière qui parlait, c'était la fille de l'ambassadeur du Koweït. Vous voyez des images données par l'État d'Israël, et puis oui, vous entretenez le doute de l'opinion, l'hôpital, c'était le QG du Hamas. Mais alors, sortons de l'émotion, sortons de la désinformation, du conditionnement. Vous êtes un terroriste de Hamas. Vous êtes dans un hôpital avec gilet explosif, des armes, vous partez et puis vous laissez ces armes. Vous laissez vos armes à terre dans une salle et puis vous courez sans armes pour qu'Israël vienne et puis il filme. Voilà la preuve. L'intelligence humaine la plus sommaire nous montre que c'est un montage fait par l'armée d'Israël. On vous montre un tunnel, une entrée de tunnel. Oui, voilà le Gaza. Où a été filmé, vous savez? Une armée d'occupation barbare qui tue des civils sans état d'âme
Vous lui faites confiance pour qu'il vous montre, et puis vous dites, oui, vous faites confiance à sa parole, c'est les tunnels du Hamas. Les journalistes qui font ce travail-là auront à rendre des comptes dans le futur. Parce que de toute façon, ça va exploser. De toute façon, ça n'ira pas plus loin, aussi loin qu'ils le veulent. Et il faudra qu'ils rendent des comptes. Là, un indice qui devrait nous permettre de faire la part des choses entre journalistes et propagandistes militaires pro-sionistes, dès que vous entendez la guerre entre le Hamas et Israël, prononcée par un journaliste, c'est un agent provocateur. Il n'y a pas de guerre entre les armées israéliennes, entre Israël et puis les terroristes. Ce n'est pas vrai, c'est pas ça. Il y a une guerre entre l'État d'Israël, sioniste, et les Palestiniens. Le Hamas n'est pas majoritaire en Cisjordanie, il bombarde la Cisjordanie. Le Hamas n'est pas dans le plateau du Golan syrien, il bombarde. C'est une guerre contre tous ceux qui s'opposent à leur projet sioniste et particulièrement visant à éliminer le peuple palestinien. C'est leur solution finale, exactement comme Hitler l'avait fait. Gaza, c'est exactement leur ghetto de Varsovie. Et on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas défendre ça. Je reviens à ce que je disais, c'est que tous ces pays où l'on voit des centaines de milliers de gens, des 300 000 personnes en Grande-Bretagne, dire non, arrêtez la barbarie, montre que la société est en train de se fracturer. Les populations, les peuples n'acceptent plus d'être la caution de barbarie. Et cela va se traduire par une déstabilisation des pays occidentaux partout. Imaginez encore qu'aux États-Unis, des juifs, hein, qui sont contre la barbarie, contre la guerre, sont allés devant le siège du Parti démocrate de Joe Biden, dans lequel il y avait des grands dirigeants, pour dire non, nous juifs, nous condamnons ça. Pièce média pas montré ça. Pièce média pas montré ça. Des juifs qui disent non, arrêtez. Donc la fracture est réelle. Imaginez encore qu'au Canada, le premier ministre Trudeau est allé au restaurant remplir sa poche, et puis des centaines de manifestants sont venus dire criminels, tu te remplis le bouteille, et tu cautionnes une barbarie. Il a dû partir par une porte dérobée. Donc, dans le cœur des États-Unis. En Israël, il y a des Juifs qui manifestent à côté des Arabes pour dire arrêtez le massacre. On le dit en une fraction de seconde, dans quelques minutes. Mais cette fracture-là montre que le conflit mondial généralisé dont nous avons déjà parlé est en train de se faire parce que les puissances impérialistes occidentales et les sionistes agressifs ne pourront pas contenir les protestations de tous les peuples du monde et de tous les gouvernements qui s'opposent à cela, en même temps qu'ils surmontent la crise économique que cela produit. Donc, ils seront poussés à aller vers la facilitation et l'écrasement des contestations. Sauf que, ce que nous avons dit concernant l'éveil des peuples, les peuples aujourd'hui disposent des moyens de contrer l'offensive fasciste et impérialiste internationale parce qu'ils sont en liaison, en réseau, dans beaucoup de cas, parce que la contre-information est possible par le biais des réseaux sociaux, parce que beaucoup de gens dans le peuple ont bien compris que c'est le système et la domination impérialiste qui conduit le monde à la perte et que ces gens-là sont prêts à se battre pour renverser le système. Donc, en Martinique, nous l'avons dit, nous aurons des effets vraiment durs. Et nous parlons du front contre l'agression, la guerre menée par le pouvoir colonial français contre notre peuple, mais nous aurons aussi les conséquences de cette guerre, de ce conflit généralisé mondial, si nous n'avons pas compris qu'il nous faut nous unir, nous organiser, nous former pour définir
obtenir des voix qui soient justes, eh bien, les lendemains risquent d'être très durs. Mais nous avons confiance quand même dans notre peuple. Alors, c'est ce que je voulais dire en matière d'actualité. Et là, après une petite pause musicale, nous allons parler de déconstruction. Voilà. Alors, nous continuons avec la partie déconstruction. Nous allons parler du racisme global dans la société. Alors, évidemment, ce qui nous a amené à choisir ce thème, c'est cette histoire du gendarme français qui était allé intervenir sur une propriété privée et qui s'était heurté à un groupe de militants. La discussion s'échauffe et le gendarme qui déclare: c'est grâce à nous que vous avez le CSA, et la CAF et le RSA. Alors évidemment, les militants répondent, mais comme cela avait été filmé, c'est parti sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas seulement les Martiniquais qui ont vu cette vidéo, puisqu'en Guadeloupe, ça a fait le buzz. En France, dans beaucoup de mouvements populaires, ça a été circulé, et l'affaire a fait grand bruit. À tel point que le préfet a été obligé de faire un communiqué pour dire que l'action de ce gendarme, les propos sont inacceptables, ils ne reflètent ni l'action, ni l'esprit des services de l'État qui travaillent en Martinique sous son autorité. Donc le préfet a été obligé de faire un communiqué pour se désolidariser et on a annoncé que le gendarme a été suspendu. On ne nous précise pas si c'est avec salaire ou pas. On ne nous précise surtout pas qu'il sera poursuivi devant les tribunaux avec autant de sévérité que ceux qu'on poursuit pour antisémitisme en France. Bref, peut-être même va-t-on lui donner une promotion. C'est pas son sort qui nous intéresse. Parce que justement, c'est le point de déconstruction que nous voulons aborder. Ce gendarme, c'est un petit imbécile, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire il n'a pas d'orientation. Il est ignorant, prétentieux, arrogant, comme tous les colons et les représentants, mais c'est un petit ouage. Mais il est comme tous les autres qui sont endoctrinés, éduqués à être racistes. Je le dis ici, et c'est vérifiable, que le 22 mai 2020, il y a un gendarme qui a dit exactement la même chose à la gendarmerie de Chelchea. Ce jour-là, la journaliste militante Fanny Wa avait été mise arbitrairement en garde à vue et des militants étaient devant la gendarmerie à manifester. Et ce gendarme est venu là vous dire, taisez-vous, c'est grâce à vous que vous avez les allocations familiales et le RSA. Comme il y avait des micros là et qu'il y avait une foule, la réponse conséquente, adéquate, lui a été donnée. Et certains autres gendarmes ont fait le tour après pour dire, oui, excusez-le, etc. Mais ils ne nous intéressent pas, ces sous-fifres, ces aliénés. Pourquoi font-ils ça? C'est parce qu'ils ont été éduqués au racisme. Et c'est ce point-là que je veux dire quand on parle de racisme systémique. Pour expliquer l'adjectif, quand je parle de racisme systémique, ça veut dire que le racisme en question est lié à l'organisation du système. C'est le produit du système et des institutions qui font en sorte que les conditions de son existence se perpétuent. C'est ça, le racisme systémique. C'est pas un individu qui nous intéresse. Bon, c'est vrai, il faut que nous prenions l'habitude de poursuivre les gens, de les dénoncer, d'exiger qu'ils soient condamnés et que nous leur faisions comprendre très, très
concrètement qui ne sont pas les bienvenus, c'est vrai. Mais le plus important, c'est de poser la question du racisme systémique. Je vous ferai remarquer que dans le communiqué du préfet, d'une part, il diabolise les militants qui ont été insultés en disant ils déplantaient illégalement, ce qui n'est pas la réalité. La réalité est différente. Donc, il diabolise ceux qui ont été insultés. Donc, finalement, peut-être même que le gendarme avait eu raison, sous-entendu. Mais il mettait le racisme systémique en disant, mais l'État et les services de l'État Martinique ne peuvent pas faire une chose comme ça, alors que ce sont eux les vecteurs du racisme dans le pays. Donc, dans le communiqué même, souhaite le racisme systémique dont nous parlons. Alors, on va d'abord commencer par dire que le comportement raciste du gendarme, qui a fait le buzz, révoltant, on l'a qualifié d'insulte officiellement et de raciste. D'accord. Mais écoutons bien les mots. C'est grâce à nous que vous avez la CAF et le RSA. C'est ce que dit le gendarme. Oui, c'est raciste, on est d'accord. Mais une question, c'est que nous avons donné. Nous vous avons donné. Le nous, c'est les Français blancs. Et le vous, c'est qui? C'est le peuple martiniquais. Ça veut dire que dans son esprit, dans son idéologie, il y a le nous, français, et le vous, colonisé. Quel pourcentage de Français pourrait venir dire là, honnêtement, ce n'est pas ce que je crois. Dans mon idéologie, dans ma conscience, je n'ai pas l'idée du nous français et du vous colonisé, vous antillais, etc. Là, on aborde déjà la question du système. Mais allons plus loin. Le gendarme a dit ça. C'est raciste et c'est insultant. Qu'est-ce que nous entendons? Tous les hommes politiques de droite, d'extrême droite, de gauche français, tous les services de l'État, tous les économistes, tous les journalistes, tous les partis politiques qui soutiennent le pouvoir colonial. Qu'est-ce que nous les entendons dire? Chaque jour, tout le temps, c'est grâce à la France que nous avons la sécurité sociale, la retraite. Si nous laissons la France, nous ne pourrons pas avoir de retraite. C'est ce que le gendarme a dit. Donc c'est insultant et c'est raciste. Qu'est-ce qu'on entend encore dire? C'est grâce à l'Europe et à ses subventions que nous pouvons nous développer, que vous pouvez vous développer. S'il n'y a pas de l'Europe et ses subventions, vous serez incapable d'avoir un développement économique. C'est la même chose que le gendarme. C'est du racisme et c'est insultant pour le peuple martiniquais. Si nous ne sommes pas là, vous aurez dans la misère. Quand on entend un ministre, celui qui est aujourd'hui à la tête des départements, des territoires d'outre-mer, de certains viviers, il dit, oui, la colonisation, c'est quelque chose de positif, c'est des bienfaits. Et il critique même ceux qui diraient que oui, mais il y a des effets négatifs. Non. La colonisation faite par les Français a apporté des bienfaits à ceux qui ont été colonisés. C'est du racisme et c'est de l'insulte. Alors, comment ne pas comprendre que tous les Français, en tout cas 90% des Français qui sont ici, arrivent avec une idéologie qui leur dit « Nous aidons ces pauvres petits Antillais à bien vivre. Heureusement que nous sommes là pour leur donner la carte, l'éducation, l'enseignement, etc. » C'est ça qu'on définit en disant qu'il s'agit d'un racisme systémique. Alors, il y a des gens qui ne le savent pas. Mais dans
institutions, que ce soit l'armée, le rectorat, quand on envoie des gens officiers de les colonies, il y a toujours des réunions qui se font pour leur dire comment se comporter pour ne pas nuire aux intérêts de la France et de la communauté des expatriés. Ces réunions-là se font. Les gens qui arrivent, même s'ils n'ont pas participé à ces réunions, ils vont atterrir dans des réunions organisées par des expatriés qui sont déjà en Martinique pour leur dire ne faites pas ci, faites ça, ne vous mélangez pas, parlez-leur comme ça, vous pouvez aller. Il y a des Français progressistes de mes amis qui ont témoigné, qui m'ont dit voilà, je suis arrivé telle date, j'ai été invité à telle maison avec tous les blancs du quartier et on nous a dit ceci, cela, ne vous mélangez pas. Il y en a même un qui les envoyait promener et qui fréquentait les maris-pêcheurs du coin, qui a été agressé par un Français qui lui disant tu trahis notre communauté. Mais alors, même ceux qui ne sont pas encadrés par des administrations, individuellement, trouvent toujours dans les endroits où les colonialistes expatriés les plus réactionnaires se rejoignent pour qu'ils leur disent fais ci, pas fais ça. Ça, c'est ce qu'il nous faut savoir. Nous allons d'ailleurs faire une vidéo pour vous donner un exemple de réunion faite au plus haut niveau dans laquelle on donnait des consignes aux gens venant dans les colonies concernant les arguments employés pour combattre les indépendantistes. Mais on va faire une vidéo spéciale sur cela. Eh bien, c'est ça le racisme systématique. Alors, quand un Français dans votre école, quand un docteur à la Ménard, le sale nègre, quand un habitant d'un lotissement envoie ses amis gendarmes pour vous empêcher de faire du poisson grillé, hein, quand un gendarme tient des propos racistes, c'est parce qu'il est dans un univers, dans un système où le racisme est institutionnalisé. Donc, depuis que la domination coloniale européenne s'est imposée au reste du monde, la civilisation occidentale a été présentée comme l'idéal à atteindre. Et pendant ce temps-là, toutes les autres civilisations étaient caricaturées. Les nègres, c'était des cannibales, diabolisés, dénigrés. Les Haïtiens font du vaudou comme si la sorcellerie bretonne n'était pas également une partie de la société française. Bref, idéalisation de la civilisation occidentale et diabolisation des autres civilisations. Je prends un exemple de la démocratie qu'on nous impose comme la forme suprême de la gestion de la société. On nous dit que les racines sont grecques et romaines, si on parle de la démocratie grecque. Mais oui, mais c'est une démocratie où il y avait les métèques, les esclaves, une démocratie où les femmes n'avaient pas le droit de vote, bon bref, c'était une aristocratie qui n'a rien de démocratique. Mais dans nos livres, bon, on apprend les vertus de la démocratie occidentale. Donc on a idéalisé ces gens-là. Les élites ont été formatées avec l'idée que les conceptions occidentales en matière d'organisation et de fonctionnement de la société, en particulier en ce qui concerne la politique, la façon de voter, tout ça, et l'économie. Mais ces élites-là ont été formatées pour croire que c'est incontournable. Et c'est au-delà d'une histoire de sincérité, mais ils ont été éduqués, ils croient ça, mais ils sont aliénés. C'est comme ça qu'on voit une large fraction de l'élite française, parce qu'eux aussi sont formatés, les élites françaises, ils s'agissent de gauche, hein, ils sont pour les peuples, mais ils prennent exactement le même message, le même narratif que la droite ou que l'extrême droite. La grandeur de la France pays des droits de l'homme,
Oui, mais c'est vrai. Il est intolérable d'un homme de gauche que la France n'aide pas les immigrés. Hein. Notre position, notre statut doit nous appeler à être généreux. Ça, c'est du paternalisme. Ça ne remet pas le système en cause. Ça intègre l'idée de la supériorité de leur civilisation sur les autres. Donc, l'élite française est formatée, mais l'élite martiniquaise également, disons, décolonisée. Parce que c'est une aliénation de la même nature, d'ailleurs, qui les amène à dire que, bon, pour que notre pays se développe, il faut qu'on fasse comme ce qui s'est passé en Europe. Premièrement, l'initiative privée, appel aux investissements. C'est une forme d'aliénation, conséquence du formatage. Donc, pour pouvoir se développer, il faut qu'on mette la 5G de Saint-Anna-Rivière. C'est pas, il faut s'assurer que tout le monde mange, que tout le monde soit logé. Il faut que le modèle occidental soit appliqué. Et puis, il y a cette aliénation sur l'épanouissement de la personne. Hein? Combien de gens de gauche, y compris des indépendantistes, n'imaginent leur succès, celui de leur parti, qu'à travers la conquête de mandats d'élus de la République française. Ah, mais, je sais, il y existe des gens qui utilisent les élections pour dire, nous, quand on organise le peuple là, il faut que nous allions là pour faire une parole, nous. C'est légitime, on ne parle pas de ça. Je parle de cette majorité qui est prête à détruire tous les autres mouvements, tous leurs frères, pour arriver à être élu de la République. Tout ça fait partie de l'aliénation. Eh bien, quand on a ce chape idéologique qui contrôle les élites, il faut savoir que ce n'est pas que ça. Il y a des outils encore plus dangereux, comme l'école, les religions et les arts, qui ont été instrumentalisés pour prôner l'idée de la supériorité de la race blanche et de la civilisation occidentale. La vision tronquée de l'histoire du monde, avec la France qui apporte la liberté, etc., les colons qui apportent la santé, les écoles. La vision tronquée de l'histoire du monde et de la réalité internationale, il y a des pays pauvres, nous sommes riches, nous les aidons, tout ça, c'est traduit dans les manuels scolaires, dans les films, dans les peintures. Regardez cette photo de Schellcher avec des nègres à demi nus, à genoux, et Schellcher a libéré les esclaves. On sait que c'est une escroquerie historique. Eh bien, il y a ce travail-là qui est fait pour que le noir, je mets entre guillemets, ce qu'on a appelé, on a désigné comme n'étant que noir, eh bien, ces gens-là s'autodétruisent intellectuellement parce que tous les films montrent des noirs dans des situations caricaturelles, parce que toutes les bandes dessinées montrent que c'est Tintin qui sauve les Congolais, que c'est les Anglais. Donc, il y a ce poids-là qui fait que inconsciemment, on détruit les gens, qu'il y a de plus en plus de gens qui sont fragiles dans un contexte comme ça. Les institutions ont détruit les institutions imposées par les colons, ont détruit les bases économiques de développement des pays africains et autres, en Amérique. Ils ont détruit les religions qui développaient une forme de spiritualité solidaire dans ces pays-là. Ils ont détruit toutes les institutions qui permettaient de gérer les conflits pour imposer les leurs, par lesquels ils font passer l'aliénation. Alors, évidemment, la société est fragilisée et il y a une obsession de ressembler aux Blancs, de vivre et de faire comme lui. Je vous invite une fois de plus à aller voir l'exposé, la contribution que nous avons faite sur le syndrome de Lynch, en vous reportant au site www.jcom.tv.com, rubrique réflexion. Donc, il y a véritablement une chape
un traumatisme du dérèglement qui empêche à la société de se développer du fait de cela qui relève, je le répète, du racisme systémique qui est mis en place par les puissances impérialistes occidentales. Alors, je veux prendre un exemple particulièrement grave, scandaleux. C'est la propagande qui est faite aujourd'hui encore, en 2023, pour que les gens éclaircissent leur peau. Quand vous allez dans beaucoup de pays africains, et même dans certains pays caribéens, vous voyez les grands panneaux publicitaires, je crois que c'est 4 sur 4, 4 sur 3, je ne sais pas, 4 sur 4, avec des photos qui font de la publicité pour des crèmes éclaircissantes. Alors que toutes les études ont montré que ces crèmes-là sont cancérogènes et qu'elles font des ravages chez les femmes noires qui les utilisent pour blanchir leur peau. Cela relève du crime contre l'humanité. Des multinationales produisent des crèmes qui donnent le cancer. On fait de la publicité chez les nègres pour tuer des nègres. Des magazines occidentaux font des photos, des publicités pour ce type de produit. Alors, ça, comprenez bien que le racisme est systémique. Ça vient d'un plan organisé et généralement appliqué. C'est donc une troisième facette du racisme systémique. Alors, chez nous, ce racisme systémique-là se manifeste par l'organisation de la société. Tous les dirigeants de toutes les associations, de toutes les institutions officielles sont blancs, à quelques exceptions près. Vous n'imaginez pas ce que ça signifie dans le vécu, dans la façon de percevoir sa place dans l'estime de soi. Et on sait qu'il y a des difficultés pour que des gens qui ont des diplômes supérieurs, des compétences supérieures, arrivent au sommet. Ce sont des exceptions. C'est valable pour nous en Martinique, mais dans les pays néocolonisés, notamment en Afrique, vous imaginez des peuples africains noirs, je mets toujours le noir entre guillemets, comme le blanc, c'est comme eux qui ont fait la catégorisation, et puis les conseillers du président de la République, ce sont des Français ou des Anglais. Les dirigeants des institutions financières qui donnent l'autorisation de faire ceci, cela en matière de monnaie, ce sont des Français, des Anglais ou des États-Unis, parfois. L'armée organise la défense, les instructeurs qui viennent les former, ce sont des Blancs, des Français, des Anglais, des Allemands, maintenant des Russes. Vous imaginez ce que ça signifie pour un pays qui se dit souverain, et dans tous les domaines c'est pareil. Hein? Donc, la question que je pose à tous les Français qui écouteraient cette émission. Imaginez que vous soyez à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, et puis que tous vos dirigeants, ce sont des nègres venant du Congo. Imaginez. Vous ne pouvez même pas imaginer ça. Imaginez que vous allez voir le recteur de Toulouse, vous allez voir le responsable, le ministre de la Santé, tous, ils sont d'un pays étranger et d'une ethnie différente. Même s'ils n'étaient pas d'une ethnie différente, imaginez que l'histoire eût été différente et que tous les chefs qui exercent en France sont des Allemands. Vous auriez accepté ça, vous auriez trouvé ça normal. Et puis vous venez ouvrir votre bouche pour vous dire que la Martinique, c'est la France, donc on a intérêt, c'est la continuité territoriale, etc. Prenez vos responsabilités. Si vous ne saviez pas, réfléchissez, corrigez-vous. Mais si vous continuez dans cette voie suprémaciste, quand
elle va produire les effets qui ne peuvent qu'être produits ainsi, ne dites pas, ils sont méchants, là c'est des terroristes, on n'en fait pas de chance. Là, ce n'est pas un appel que je lance au terrorisme, je dis que les injustices, les dominations, les inéquités dont vous êtes comptable en tant que ethnie qui revendique son droit à dominer notre, elles ne peuvent générer que ça. Et heureusement encore qu'il y a des militants des partis politiques qui réfléchissent pour dépasser le clivage racial imposé par le gouvernement pour dire c'est la société qu'il faut changer. C'est les peuples occidentaux qu'il faut désaliéner. C'est à eux qu'il faut faire comprendre, vous tirez contre le camp de l'humanité, faites attention aux conséquences. Donc, c'est cela que nous définissons comme étant un racisme systémique. Alors, nous allons conclure cette rubrique en réaffirmant qu'on ne pourra mettre définitivement fin à ce racisme systémique tant que ne sera pas éradiquée la domination des pays impérialistes sur le reste du monde. Et c'est l'accès à la pleine souveraineté de tous les pays colonisés et néocolonisés qui permettra de développer une politique éducative et culturelle capable de balayer toutes les aliénations, je le répète, tant chez eux que chez nous, et de montrer de quoi sont capables les peuples dominés en matière de développement humain réel et solidaire et en matière de sauvetage de l'humanité. Nous sommes convaincus que cet objectif-là sera atteint, que les conditions se réunissent pour cela et qu'il sera possible ainsi de ramener l'humanité sur les rails de l'émancipation et du progrès. Je vous remercie pour votre attention et donc nous allons faire la transition avec une page musicale en vous rappelant que dans quelques minutes, nous pourrons écouter Thierry Joseph Angélique commenter quelques faits d'actualité nationale.